C'est la grande interview sur CNews et sur Europe 1 et nous sommes ce matin avec Guillaume Kasbarian. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur Desarbres. Guillaume Kasbarian, ministre du Logement. Merci d'avoir choisi CNews et Europe 1 pour dévoiler votre projet de loi logement qui sera présenté cet après-midi en Conseil des ministres. Projet de loi sur le logement abordable. Comment allez-vous faire pour rendre le logement abordable et qu'est-ce qui va changer concrètement pour les Français qui nous écoutent et qui cherchent à se loger ? Alors, on a besoin, dans la situation actuelle, d'avoir plus de logements, c'est-à-dire de construire plus de logements, parce que plus on a d'offres, plus il sera raisonnable en termes de prix et de loyer. Puis on a besoin d'avoir du logement pour tous les Français, c'est-à-dire du logement social, du logement intermédiaire, du logement libre, mais de l'offre pour toutes les gammes, pour tous les Français, quels qu'ils soient. Et puis on a besoin de faire confiance aussi aux acteurs, confiance aux maires, confiance aux bailleurs, confiance aux acteurs de la construction, avec des mesures qui ne sont pas des empilements de complexité supplémentaires, mais au contraire, des mesures de simplification pour tout le monde, pour pouvoir accélérer la construction de l'offre de logements abordables. C'est ça le sens et la philosophie de ce projet de loi, avec des mesures fortes qui vont permettre à chacun des acteurs de construire plus vite, et donc de renforcer le choc de l'offre qui a été annoncé par le Premier ministre. Vous faites le pari que plus il y a d'offres sur le marché, plus les prix vont baisser. Mais ça fait notamment partie des sujets. Déjà, ça permettra de répondre à tous ceux qui cherchent un logement aujourd'hui et qui n'en trouvent pas. Il y a des locataires, des candidats à la location qui font la queue devant les agences immobilières pour avoir un appartement à louer. Ça va permettre aussi à ceux qui se déplacent, qui vont travailler dans d'autres régions, de trouver un appartement ou une maison à acheter. Et donc, le fait d'avoir plus d'offres sur le marché, effectivement, permettra de détendre la situation, que ce soit en termes de prix ou même de transactions. On a besoin d'avoir plus d'offres parce qu'aujourd'hui, les Français cherchent à se loger et galèrent à trouver l'appartement ou la maison de leur rêve, que ce soit à la location ou que ce soit à l'acquisition. Donc, le fait de mettre plus d'offres sur le marché et d'encourager à la production d'offres est évidemment très important dans la situation de crise actuelle. Et étant donné les chiffres assez dégradés ces derniers mois, du fait notamment de la hausse des taux d'intérêt qui a stoppé un certain nombre de transactions, et les Français l'ont bien vu quand ils sont allés à la banque, ils ont vu qu'une simulation à 1%, c'est pas la même qu'une simulation à 4%. Donc on veut remettre de l'offre, créer un choc d'offres, en faisant confiance aux acteurs, à la fois les élus locaux, les bailleurs, les constructeurs, pour les encourager à construire, pour tous les Français, encore une fois, sur toute la gamme. On va parler des prix de l'immobilier dans un instant. Je voulais qu'on se concentre sur les HLM, sur le logement social. Vous ambitionnez de faire bouger les choses dans les HLM, dans le logement social. Il faut plus de rotation. Aujourd'hui, le taux de rotation est beaucoup plus faible dans le logement social que dans le privé. Comment allez-vous augmenter ce taux de rotation ? Alors, vous avez raison de dire qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un parcours résidentiel plus fluide. C'est-à-dire que quand on rentre dans un logement social, c'est qu'on en a besoin. Et puis, parce que parfois on travaille, on peut hériter, on peut avoir une amélioration de sa situation, eh bien on n'a pas vocation forcément à rester dans un logement social toute sa vie. Le logement social, il doit aller en priorité à ceux qui attendent depuis parfois des années pour pouvoir bénéficier d'un logement social et qui ne s'en sortent pas aujourd'hui. Donc on a besoin d'avoir plus de mobilité au sein du parc, et c'est le sens d'une des dispositions de ce projet de loi qui va améliorer la rotation du parc social. Concrètement, ça veut dire que quand vous serez au plafond, eh bien vous commencerez à payer ce qu'on appelle un surloyer, c'est-à-dire un peu plus cher, parce que vous avez les moyens en réalité de payer un peu plus cher. Et puis si durablement vous dépassez plus de 20% le plafond, c'est-à-dire plus de 2 années d'affilée, eh bien à ce moment-là, le bailleur vous demandera de libérer votre logement pour que vous puissiez vous loger dans le logement libre. Et on parle de plafonds qui sont très élevés, parce que je vois certaines polémiques déjà poindre la réalité. On parle de familles, par exemple à Paris. Un couple avec 2 enfants, c'est 8 000 euros dont on parle. Donc, quand on a 8 000 euros et qu'on est à Paris dans un logement social, effectivement, on a peut-être vocation à laisser la place à des personnes qui, elles, sont à 2 ou 3 000 euros et qui attendent parfois depuis des années et des années avant de pouvoir bénéficier d'un logement. C'est une question en réalité de justice sociale. Utiliser le logement social pour ceux qui en ont le plus besoin, et puis quand, à travers la vie, on arrive à mieux s'en sortir, aller vers du logement intermédiaire ou du logement libre pour laisser la place à des personnes qui en ont le plus besoin. Si on fait pas ça, on continuera toujours d'avoir une file d'attente interminable, avec 1,8 million de personnes aujourd'hui qui attendent, parfois depuis des années et des années, pour pouvoir bénéficier d'un logement social. Le logement social, c'est un moment dans la vie, mais c'est pas un droit à vie. Le logement social à vie n'existe pas. De fait, si. Mais de fait, si. Donc, le projet de loi va permettre justement de vérifier que le logement social, c'est une aide qui est consentie par l'État et par les acteurs, temporaire, qui permet de s'en sortir dans la vie quand on est en difficulté, mais qui n'a pas vocation à être un droit éternel, à vie, surtout quand on a soit des revenus qui ont largement augmenté, ou du patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, le patrimoine n'est absolument pas évalué, estimé. Ça veut dire qu'on peut avoir une maison de campagne. Vous pouvez très bien. Vous pouvez être dans un logement social. Et être dans un logement social. Hériter de vos oncles, tantes, de vos grands-parents, de résidences au pluriel d'ailleurs, et personne ne le sait. Et cela ne conditionne absolument pas le fait que vous puissiez vous maintenir dans les lieux. Donc moi, ce que je dis, c'est que si vous avez eu un héritage et si vous avez un bien équivalent qui
qui vous permet de vivre avec votre famille tout à fait convenablement, il est légitime, encore une fois c'est une question de justice, de laisser la place à des familles qui, elles, n'ont pas hérité et sont dans des revenus qui sont très faibles et qui attendent depuis des années. Donc il faut avoir un bien équivalent. Mais si on a une résidence secondaire au bord de la mer et qu'on habite en ville... Ce sera à déterminer par décret et nous aurons le débat parlementaire et donc nous allons avancer dans la discussion sur le sujet. Il faut que ce soit un bien qui soit équivalent. Ça peut pas être un garage ou un studio. Mais si on a un château dans le centre de la France et qu'on a un HLM à Paris, qu'est-ce qui se passe? Des arbres. Mais bien évidemment que ça pose problème. Quand on a un château, c'est l'exemple... Ah bah ça, je vous confirme. Soyons très honnêtes, votre texte... ce genre de situation est rare, il faut le dire statistiquement. Mais si cela venait à arriver, que vous avez hérité d'une grande demeure et que de l'autre côté vous bénéficiez d'un logement social, moi je ne sais pas expliquer à ceux qui attendent depuis des années, les 1,8 million de personnes qui candidatent, qu'il va falloir attendre un peu plus parce qu'il y a des personnes à l'intérieur du parc social qui, elles, s'en sortent mieux mais souhaitent rester à l'intérieur. Donc, pour résoudre la question et cette file d'attente qui est interminable, on a besoin de construire plus de logements sociaux. C'est le premier axe et c'est ce que nous allons faire en encourageant les maires, les bailleurs sociaux, les constructeurs à aller plus vite et à construire plus. Et on a besoin d'évaluer la mobilité au sein du parc parce que oui, le logement social à vie, ça n'existe pas. Et donc quand on va mieux d'un point de vue du revenu ou du patrimoine, il est légitime et il est socialement juste de laisser la place à ceux qui en ont le plus besoin. Et je le redis, les plafonds sont aujourd'hui très élevés. Donc on ne parle pas de familles qui sont à 2000 ou 3000 euros. Et là, vous répondez aux associations qui disent que vous faites la chasse aux pauvres. Écoutez, excusez-moi, une famille qui est à 8000 euros, est-ce que c'est une famille pauvre? Bon, est-ce qu'une famille qui est à 6000 euros en région, c'est une famille pauvre? Moi, je veux bien, mais quand vous regardez clairement, la majorité des Français ne sont pas à ces salaires-là. La médiane n'est pas à ce salaire-là. Donc, bien évidemment, qu'on parle de personnes qui sont une minorité, faut le dire. Ça n'est pas la majorité du parc HLM, mais il y a une minorité. Mais cette minorité-là, oui, il faut l'encourager à bouger parce qu'encore une fois, la file d'attente de ceux qui en ont le plus besoin est très longue et nous avons besoin d'accélérer la file d'attente pour les candidats qui en ont réellement besoin. Une question sur le patrimoine et les résidences secondaires. Des locataires étrangers ont des résidences secondaires dans leur pays. Est-ce que ça sera pris en compte ou pas? Ça sera le débat parlementaire qu'on aura. Encore une fois, aujourd'hui, c'est bien équivalent. Et donc, nous aurons besoin de le préciser. Province, Paris, étrangers. Typologie de bien. Donc ces débats-là, nous allons l'avoir avec les parlementaires, d'abord avec les sénateurs en juin, puis avec les députés au mois de septembre. Moi, je suis ouvert, bien évidemment, dans ce débat, à ce qu'on puisse renforcer le texte pour qu'il soit le plus efficace et le plus précis possible, bien évidemment. Mais toutes les questions ouvertes. Toutes les questions sont ouvertes. La grande interview CNews Europe 1 de Guillaume Kasbarian, ministre du Logement. Pourquoi ne pas instaurer des baux que les locataires HLM signent un bail comme ce qui se fait dans le privé? Alors, ils ont un bail. Si vous voulez une rotation. Vous allez avoir une rotation de toute façon avec le mécanisme. Un bail, mais sur quelques années, comme place. Privé. Alors, c'est intéressant ce que vous évoquez. Nous allons, par exemple, dans ce projet de loi, permettre d'utiliser le bail mobilité en logement social, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Le bail mobilité, c'est un bail qui est un petit peu plus flexible, qui dure quelques mois parfois, et qui va servir aux étudiants, aux saisonniers, aux travailleurs occasionnels qui ont besoin peut-être d'un logement social de façon temporaire. Et aujourd'hui, ce bail mobilité, il n'est pas possible dans le parc social. Nous souhaitons donner accès aux étudiants, aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs temporaires, à ce bail mobilité qui est un bail flexible, qui est un bail de courte durée, parce qu'il répond à des besoins, notamment dans des zones tendues, notamment dans des zones où on a une grosse activité industrielle, où on a une grosse activité énergétique. Et donc l'ouverture de ce bail mobilité au parc HLM est une bonne nouvelle pour beaucoup de travailleurs, beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui n'ont pas accès au logement social. À propos de logement social, est-ce que vous avez lu le rapport du préfet Auboin? Oui. Bon, on apprend que 35% des immigrés en France, donc les personnes nées étrangères à l'étranger, vivent dans un logement social, contre 11% des Français non immigrés. Pourquoi est-ce que les Français bénéficient moins du logement social que les étrangers? Alors aujourd'hui, pour rentrer dans un logement social, la question c'est vos revenus. C'est votre situation familiale, c'est est-ce que vous êtes DALO ou pas, est-ce que vous êtes... Mais il y a également le nombre d'enfants. Mais moi, je ne suis pas favorable à la priorité nationale sur le logement social, pour une raison assez simple, c'est une question d'efficacité. Vous avez 2 infirmières dans un hôpital. Vous en avez les 2 travaillent, sont régulières. L'une est française, l'autre est étrangère. Je ne vois pas pourquoi j'interdirais à celle qui est étrangère et qui est pourtant travailleuse, qui paye ses impôts, qui est régulière, qui n'a jamais enfreint les règles de la République. Je ne vois pas pourquoi je dirais qu'entre 2 infirmières, il y en a une qui a le droit de bénéficier d'un logement social et l'autre qui n'a pas le droit, parce qu'il y en aurait une qui serait française et l'autre qui serait étrangère, mais régulière, travailleuse et respectueuse. Si je commence à faire ça, et si on commence à faire ça, demain, il ne faut pas s'étonner que les hôpitaux arrivent plus non seulement à recruter, mais qu'on crée des inégalités au sein
des organisations, ce qui apparaît des dans ce rapport, entreprises, c'est que les critères sur le privilégient certaines familles étrangères sur le nombre d'enfants. Je vois aujourd'hui certaines idées, notamment venant du Rassemblement national, souhaiter introduire une priorité nationale au logement HLM, comme si c'était ça la solution. Je le dis, ça n'est pas. Vous dites non. Ça n'est absolument pas la solution à la crise du logement. Et surtout, je le redis, c'est une injustice par rapport à des travailleurs qui sont sur le territoire dans les mêmes organisations, qui payent des impôts, qui sont réguliers et qui derrière ont tout à fait le droit, en fonction de leurs revenus et de leur situation familiale, de pouvoir bénéficier d'un logement social. Ils payent des impôts, ils travaillent, ils sont réguliers, ils n'ont rien fait de mal. Donc pourquoi je créerais une distorsion sur le sujet? Donc ces idées-là, ce sont des idées faciles qui font peut-être plaisir à certains, mais elles ne sont absolument pas efficaces pour régler la crise du logement. Par contre, voilà, il faut regarder l'examen du revenu, l'examen du patrimoine. Toutes ces questions-là sont bien évidemment ouvertes et sont sur la table, et c'est ça qui permettra d'avoir une meilleure rotation du parc social. Dernière question sur le parc social. Faut-il systématiser l'expulsion des familles de délinquants des HLM? Alors, quel est le point de vue du ministre du Logement? Ce débat-là, nous allons l'avoir. Aujourd'hui, vous avez déjà des possibilités qui vous permettent, en cas de trouble du voisinage et en cas de faute, d'avoir des ruptures de bail. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans le débat parlementaire? Moi, j'y suis ouvert. On aura la discussion avec les sénateurs. Si ça permet d'avoir un ensemble HLM ouvert, je dois comprendre favorable. Mais bien sûr, mais il faut voir comment est-ce qu'on l'écrit. Mais la question de la lutte contre les violences, les incivilités dans le logement social, elle est naturelle et légitime. Pourquoi ceux qui vivent dans le logement social devraient-ils subir des familles de délinquants ou des délinquants qui, derrière, créent des troubles à l'ordre et au voisinage. Donc, il faut faire preuve de grande fermeté sur le sujet. Il y a déjà des outils existants qui permettent en réalité d'expulser quand ces situations arrivent. Est-ce qu'il faut les accélérer? Est-ce qu'il faut les simplifier? Est-ce qu'il faut améliorer la situation? Moi, j'y suis favorable. On aura le débat parlementaire qui permettra d'améliorer cette question-là également. Guillaume Kasbarian, ministre du Logement. On va parler des DPE. Est-ce qu'il faut revoir le calendrier des interdictions de location des appartements mal isolés pour en remettre sur le marché? Alors, pour en mettre un maximum sur le marché et éviter que ça en sorte, déjà, il faut leur simplifier la vie quand ils font les travaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut permettre à ceux qui ont un logement F et G de faire leurs travaux. J'ai souhaité, aux côtés de Christophe Béchu, ouvrir l'accès à MaPrimeRénov', c'est-à-dire au financement public, des maisons et des appartements en F ou G d'ici la fin de l'année. Si bien que si vous êtes propriétaire, vous avez des travaux de rénovation à faire ou un changement de chauffage à faire, vous avez la possibilité de bénéficier d'un soutien de l'État et de MaPrimeRénov' jusqu'à la fin de l'année pour vous aider à atteindre l'objectif de faire vos travaux d'ici le 31 décembre. Deuxième élément, sur le DPE, nous avons simplifié le DPE, notamment pour les petites surfaces. Nous avons 140 000 biens qui étaient catégorisés F ou G et qui étaient pénalisés parce qu'il y avait le poids de l'eau chaude sanitaire qui était trop important. On corrige le DPE pour permettre de monter dans la classification et éviter une sortie du marché locatif. Oui. On aura bientôt une proposition de loi qui est déposée par le groupe Renaissance et qui permettra de donner de la flexibilité aux copros, c'est-à-dire des propriétaires de bonne foi qui veulent faire les travaux, mais qui, du fait de règles de copropriété, n'ont pas encore réussi à le faire. Donc vous voyez, on met de l'huile dans les rouages, on finance, on simplifie, on améliore la situation pour que tous ceux qui souhaitent de bonne foi faire des travaux et rénover leur appartement en location d'ici la fin de l'année puissent le faire en toute sérénité. C'est ce travail-là de dentelle que nous sommes en train de mener et c'est, je crois, le plus efficace à la fois pour les locataires, parce qu'ils ont besoin d'avoir un appartement qui est rénové, mais aussi pour les propriétaires qui aujourd'hui sont de bonne foi, veulent faire leurs travaux et ont besoin d'aide pour pouvoir atteindre l'objectif. Le ministre du Logement est locataire ou propriétaire de son logement? Il est propriétaire d'une maison dans un petit village d'Eure-et-Loir, à Saint-Martin-de-Nigel, et une maison en toit de chaume, voilà, rurale, et donc je n'ai rien à cacher, tout est public et je suis très heureux de la maison dans laquelle je suis, dans mon petit village. Évidemment. Voilà. Une question très politique sur les européennes. La liste de la majorité est à la traîne dans les sondages pour les européennes, largement devancée par le RN. Valérie Hayé est à 14% dans le tout dernier baromètre Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JDD. 29% pour Jordan Bardella. On voit les chiffres. Et majorité présidentielle, Valérie Hayé est à 17%, pardon, et Raphaël Glucksmann, 14%. Donc Raphaël Glucksmann se rapproche de Valérie Hayé. Est-ce qu'il est trop tard pour espérer une remontada de votre candidate? Écoutez, les sondages, vous le savez, c'est une photo à un instant T. Il reste plus d'un mois de campagne, avec un taux de participation malheureusement projeté qui est très faible, avec des jeux qui sont extrêmement ouverts et avec une campagne qui est en train de s'intensifier. On a aujourd'hui l'annonce de la liste de Valérie Hayé.
On aura lundi le programme. On a nos militants qui sont dans les starting blocks et qui sont en pleine campagne partout sur le terrain pour convaincre. Et donc, la photo à l'instant T, bon, c'est un indicateur à un instant T. Mais clairement, tous ceux indiquent une dynamique baissière. Tous ceux qui ont déjà fait une campagne, j'en fais partie, je me suis présenté à plusieurs élections, je les ai gagnées à 2 reprises. La réalité, c'est que rien n'est joué jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier vendredi avant l'élection. Moi, ce que je remarque, c'est que Valérie Hayé, elle est combative. Moi, hier, j'ai regardé le débat, j'ai trouvé qu'il y avait du punch, il y avait des propositions, il y avait du concret. Et elle se bat, elle est courageuse et elle est surtout très réaliste. Et pour moi, elle pose le bon diagnostic et elle est très claire idéologiquement sur ce qu'elle veut faire au niveau européen. C'est une élection européenne. Vous avez ici la clarté idéologique d'une candidate qui défend l'Europe, qui défend une défense européenne, qui défend une politique agricole commune, qui défend une industrie européenne, qui défend de la commande publique européenne, sur laquelle il n'y a pas de surprise. Avec Valérie Hayé, vous savez pour qui vous votez. C'est pas le cas de beaucoup de candidats qui se cachent idéologiquement, qui vous disent pas carte sur table ce qu'ils feraient, est-ce qu'ils seraient dans l'Europe, est-ce qu'ils seraient en dehors de l'Europe, est-ce qu'ils sont pour l'euro, est-ce qu'ils sont contre l'euro, est-ce qu'ils veulent ouvrir les frontières au sein de l'Union européenne ou est-ce qu'ils veulent les refermer, est-ce qu'ils sont pour la défense européenne ou est-ce qu'ils sont contre. Avec elle, avec Valérie Hayé, on sait où on va, c'est très clair sur le plan européen et les convictions sont absolument limpides sur ses intentions, sur son programme. Moi, je trouve que dans une campagne, ça fait la différence d'être clair idéologiquement avec ses électeurs. C'était la grande interview de Guillaume Kasbarian, le ministre du Logement sur CNews et sur Europe 1. Merci, monsieur le ministre. Bonne journée.